Pour parler du Burundi, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui connaît bien le dossier et qui est également un fin connaisseur de la sous-région. Il s'agit de Patrick Beko. Bonsoir Patrick Beko. Bonsoir. Alors pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous êtes chercheur et auteur des livres, et notamment du livre Guerre secrète en Afrique centrale. Merci d'être avec nous en direct. Le Burundi accuse depuis le 22 décembre le Rwanda d'être impliqué dans la déstabilisation du pays et notamment ce coup d'État raté du 13 mai dernier. Alors pour vous, les critiques des autorités burundaises ne doivent pas finalement être complètement ignorées? Non, pas du tout. Il faut d'abord contextualiser. Vous savez, il y a eu au départ une divergence d'interprétation de la nouvelle constitution au niveau des mandats que devait faire le président Nkurunziza. La constitution burundaise dit que le président doit faire 2 mandats électifs. Or, le premier mandat du président n'était pas électif, étant donné qu'il s'agissait d'une période de transition. Il y a eu une première élection qu'il a remportée, une seconde qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qu'il a aussi remportée. Et donc il faut dire que la validité d'ailleurs du mandat du président burundais, il avait eu la sagesse, le président burundais en tout cas, de saisir la Cour constitutionnelle de son pays et la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et les 2 instances avaient rendu des décisions indiscutables et favorables au candidat Nkurunziza. Ce monsieur n'est pas ce diable qu'on nous présente, je parle du président burundais. Malgré son importante victoire, reconnue par ailleurs par les Nations Unies, il a tenu à respecter les équilibres ethniques au sein de son gouvernement, malgré le fait que les résultats des législatives, au regard de la loi burundaise, ne lui permettent pas d'intégrer dans un gouvernement des personnalités issues des autres partis que les siens, d'un autre parti que les siens, si on veut. Or, dans la question... J'arrive parce que je veux faire ce contexte-là pour arriver dans le cas du Rwanda. Pourquoi? Parce qu'au tout début, on l'a accusé parce que la crise part du fait qu'on a dit que c'est imposé, qu'il a violé la constitution de son pays en se représentant pour une 3e fois. La crise est partie de là. Et après, il y a eu une stratégie de l'ascension et une déstabilisation venue de l'étranger. Bien entendu, soutenue par les États-Unis et l'Union européenne. Mais le contexte est important, d'abord pour comprendre, pour que vos téléspectateurs puissent comprendre que bien sûr. Le président Nkurunziza n'est pas ce diable-là, et il n'a pas violé la constitution de son pays. Et donc je disais tantôt qu'il a même évoqué l'hypothèse d'une révision de l'article 129 de la constitution en vue de former un gouvernement d'union. Cet article, qu'est-ce qu'il disait? Cet article qui est issu des accords d'Arusha prévoit que 60% des portefeuilles ministériels peuvent être occupés par des Hutus, 40% par des Tutsis et moins de 30% par des femmes. Et pour intégrer dans le gouvernement le même article, d'autres membres des autres partis, le même article exige que les partis politiques aient réuni 5% des voix à l'élection présidentielle. Ce que personne n'a fait à part le parti du président Nkurunziza. Donc en proposant un gouvernement d'union nationale, Nkurunziza souhaite intégrer les partis politiques et les coalitions ayant obtenu moins de 5% lors de la présidentielle. Donc cela prouve que le monsieur est déjà de bonne foi. D'accord. Venons-en, Patrick Beko, Rwanda, puisque vous savez que nous sommes en télé dans le cadre d'un journal. Oui, tout à fait. Il faut Maintenant, aller rapidement. le problème, depuis un moment, le Rwanda essaie de déstabiliser ce pays. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a déjà un précédent. En 1993, l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, il était à l'époque le chef de la rébellion Tutsi, et qui combattait le gouvernement Hutu, le président Habyarimana au Rwanda, avait participé à la déstabilisation des institutions burundaises. À l'époque, le Burundi avait un président à sa tête qui s'appelle Melchior Ndadaye, qui avait été élu démocratiquement. Mais cela pose un problème pour les rebelles Tutsis qui se battaient au Rwanda. Pourquoi? Parce que l'issue démocratique de la démarche amorcée au Burundi allait avoir des répercussions au Rwanda même. Et donc Kagame et les Tutsis de l'armée qui composaient d'ailleurs, qui dominaient l'armée burundaise font monter un coup d'État contre le président Melchior Ndadaye. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe encore une fois dans cette région, depuis l'élection, la réélection du président Nkurunziza, on observe une certaine agitation de la part du Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda va connaître des élections très bientôt. Et le Rwanda est en train de traverser une zone de turbulence dans la mesure où on sait qu'il y a des pressions pour que le président Kagame ne se représente pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il a déjà dit d'ailleurs qu'il se portait candidat, comme les téléspectateurs ont eu l'occasion de le suivre sur Vox Africa d'ailleurs. D'ailleurs, et ça n'a pas vraiment dérangé
ceux qui reprochent à Nkurunziza d'avoir respecté la constitution chez lui. Là, je parle des puissances occidentales qui ont émis des communiqués, mais sans plus, alors que chez Nkurunziza, on fait pression, on essaie de déstabiliser son gouvernement. Alors, le Rwanda aujourd'hui, qu'est-ce que le Rwanda veut faire? Le Rwanda a besoin d'une base arrière, comme à l'époque, comme dans le passé, comme par le passé. En déstabilisant le gouvernement du Burundi, le Rwanda s'assure d'avoir un allié ou un homme lige dans un pays voisin qui peut servir de base arrière au cas où il y aurait des problèmes au Rwanda. Parce que, contrairement à tout ce qu'on nous présente aujourd'hui, un Rwanda qui est très stable ou économiquement prospère, ce qui n'est pas vrai, le Rwanda, c'est une bombe à retardement et tous les observateurs avertis le savent très bien. On sait très bien aujourd'hui qu'au niveau du Rwanda, il y a des contacts au niveau de l'armée, au niveau des services de renseignement. Et Kagame sait que c'est un grand danger et il veut s'assurer, au cas où il s'impose par la force, bon, il va s'imposer par la force, c'est sûr et certain, en organisant des élections démocratiquement truquées, il va avoir une base arrière. Et le cas du Burundi est un problème pour Kagame, oui, parce que ça donne des idées aux Hutus du Rwanda. Ça donne des idées aux Hutus du Rwanda comme dans les années 90. Alors Patrick Mbeko, je vais vous demander là pour cette dernière question d'essayer d'aller assez vite. On parle de ces pourparlers qui doivent être placés sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni, un président finalement qui avait déjà été aidé à l'époque par le même Paul Kagame pour prendre le pouvoir. Est-ce que finalement une médiation supervisée par Yoweri Museveni est quelque chose d'assez anodin? Mais moi je pense que les Burundais doivent s'en méfier parce que l'Ouganda, il y a quand même un précédent aussi dans ce cas-là. L'Ouganda avait joué un rôle important dans la déstabilisation du Burundi et du Rwanda du président Habyarimana par le passé. Et moi, au-delà de l'Ouganda, moi ce qui me frappe et me chagrine, c'est même l'attitude de l'Union africaine. L'Union africaine semble agir pour le compte des intérêts étrangers, notamment des ordres doivent venir peut-être de l'Occident. Et je tiens à rappeler ici que l'Union africaine n'avait pas délégué des gens lors de l'investiture du président burundais. Pourquoi? Alors que les puissances occidentales, même si elles avaient boycotté ces élections, avaient délégué leurs ambassades. Donc cela prouve encore une fois que les dirigeants africains qui participent en tout cas à la médiation entre les parties en conflit en tout cas obtiennent des ordres qui viennent de l'étranger, qui viennent de très loin. Et dans ce cas, je crois que quelqu'un comme Museveni n'est pas quelqu'un à qui on peut accorder du crédit. Eh bien, écoutez, merci en tout cas Patrick Mbeko pour ces précisions, ces explications. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes chercheur et auteur notamment du livre Guerre secrète en Afrique centrale. Merci à vous d'avoir été en direct ce soir sur Vox Africa depuis le Canada. Et puis, pardonnez-nous, effectivement, c'est vrai que nous sommes dans le cadre d'un journal télévisé. C'est pour ça que les choses doivent aller assez vite. Merci en tout cas de votre patience. Au plaisir.